Bonjour à tous et bienvenue à cette première minute Open Online du CIFEDCA. Donc, je suis Clément Médrinal, moi je suis doctorant au groupe de recherche sur le handicap ventilatoire et l'essentiel de mon activité repose dans l'intervention des services de réanimation médico-chirurgicale au groupe hospitalier du Havre. Alors aujourd'hui, les organisateurs de votre congrès m'ont demandé de vous faire une introduction aux biostatistiques d'intérêt avec... Alors, les biostatistiques globalement, à quoi ça va nous servir? Eh bien, ça va nous servir à interpréter de manière scientifique des données que l'on va pouvoir ressortir, d'accord? L'expression de certaines données. Par exemple, globalement, je vais vous montrer plusieurs exemples au cours de cette présentation. Nous avons une étude qui a été publiée dans le JAMA. La JAMA est une excellente revue médicale où on avait comparé 3 groupes de personnes faisant un différent niveau d'intensité physique par jour. Ici, vous aviez donc, sur la courbe du bas des patients faisant une activité physique supérieure à 1 heure par jour. Voilà, et ensuite sur la courbe du haut, des patients faisant un petit peu moins d'activité physique. Et la courbe du haut, nous avions des patients qui ne faisaient quasiment pas d'activité physique par jour. Et on avait globalement l'expression de la perte de poids au cours du temps. Et voilà, et les statistiques, ça va nous permettre de répondre à la question, y avait-il globalement un groupe où les patients avaient perdu le plus de poids? Donc concrètement, est-ce que l'évolution du poids différait dans les 3 groupes? Un autre exemple, c'était par exemple de donner dans un essai randomisé comparant donc 2 régimes, par exemple. Vous avez le premier groupe composé de 10 patients. Alors c'est une étude totalement fictive, hein, on va tâcher d'y répondre ensemble. Premier groupe composé de 10 patients avec une perte moyenne de poids de 15,5 kg. Et un deuxième groupe également constitué de 10 patients qui lui avait une perte moyenne de 8 kg. Faut-il vraiment en conclure que le régime numéro 1 est le plus efficace? Et c'est ce à quoi les statistiques vont nous permettre de répondre. Alors, pour revenir sur les éléments de base des biostatistiques, avant de se lancer dans l'utilisation des tests, on va parler déjà des différentes données que l'on peut retrouver dans la littérature. D'accord? Donc, ces différentes données, elles vont être classées en plusieurs catégories. Les données les plus simples souvent à analyser, ça va être les données que l'on va appeler quantitatives. D'accord? Par exemple, quand on fait une étude, il n'est pas rare de reporter l'IMC des patients, l'âge, la fréquence cardiaque ou par exemple les pressions artérielles. Les données quantitatives, ce sont des données que l'on va pouvoir additionner, soustraire, multiplier. D'autres types de données que l'on va retrouver dans la littérature, ça va être les données catégorielles, comme leur nom l'indique, ça va être des données qui vont nous permettre de catégoriser les patients, de les affilier à plusieurs catégories. Encore une fois, on va en avoir plusieurs sortes, par exemple des catégories binaires, des données binaires, alors c'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités de réponse, soit par exemple vivant ou mort, soit un patient va être malade ou non malade, soit le patient va être exposé à un produit nocif, non exposé à un produit nocif. Voilà, ça ce sont les données binaires. On peut retrouver les données nominales, par exemple, où on va avoir plus de 2 données, c'est-à-dire, un exemple, la classification par le groupe sanguin, le groupe A, le groupe B, le groupe O, le statut célibataire, où il y a plus que 2 possibilités de réponse, c'est-à-dire célibataire, veuf, marié, pacsé, etc. Et dans les données catégorielles, la dernière catégorie, ce sont les données ordinales. Cette fois, ça va être les données que l'on peut classer, par exemple, premier, second, troisième, etc. Un autre type de données que l'on va pouvoir retrouver dans la littérature, c'est les données qu'on appelle time to event. C'est globalement c'est mesurer le temps qu'un événement arrive. D'accord? Par exemple, on va essayer d'évaluer le moment où le patient va décéder. On va essayer de déterminer le moment de l'arrêt cardiaque, etc., etc., le moment où le patient va retrouver un statut d'indépendance fonctionnelle. Voilà par exemple une base de données d'une étude réelle, hein, d'accord, qui a réellement été menée. Voilà à quoi ça ressemble globalement quand vous rapportez vos données. Donc par exemple, sur cette base de données, ici sur la gauche, vous pouvez retrouver un exemple de données quantitatives. Vous allez avoir voilà, la colonne où vous aviez l'âge des patients, la colonne où vous aviez le poids, la taille, l'IMC, le score de gravité à l'admission en réanimation. Donc tout ça, ce sont des données que l'on peut additionner, soustraire. Donc ça va être des données quantitatives. L'autre exemple, c'était par exemple des données binaires. Est-ce que le patient était hospitalisé dans les 12 derniers mois en réanimation? Alors, on met un 0 lorsque c'est non, on met un 1 lorsque c'est oui. Et voilà, vous avez donc 2 possibilités de réponse. Est-ce que le patient a reçu des amines pendant son séjour en réanimation?
non, vous mettez un 0, oui, vous mettez un petit 1. Voilà par exemple une base de données et les différentes données qu'on peut retrouver dans l'exploitation des statistiques. Ces données, elles vont se rapporter d'une certaine manière. On va appeler ça une distribution. Globalement, l'ensemble de vos patients, chaque patient va avoir une donnée, et ces données, quand on va les exposer de manière graphique, elles vont se distribuer d'une certaine manière. Là, vous avez devant vous l'exemple d'une distribution normale de données où vous avez voilà, la moyenne parfaitement au centre de cette courbe qu'on appelle la courbe gaussienne, d'accord. 68% de ces données doivent se retrouver à proximité de la moyenne, et puis on va s'éloigner au fur et à mesure du temps, mais de manière symétrique vers la gauche puis vers la droite, et ça c'est ce qu'on appelle une distribution normale des données. Les données, elles peuvent se distribuer de manière anormale. Par exemple, ce sont les valeurs de la pression inspiratoire maximale des patients, de la base de données dont je vous ai donné un exemple. On voit très clairement qu'elles se distribuent de manière asymétrique. Et là, dans ces cas-là, on va appeler ça une distribution anormale. On va constater ici qu'on va avoir voilà, une petite déviation vers la droite. Dans certains cas, on peut voir que les données se distribuent se regroupent plutôt en un centre, mais on va toujours avoir des cas extrêmes où on va avoir par exemple ici une répartition des patients qui vont avoir des données de manière un petit peu extrême, et globalement ça va être intéressant d'essayer de savoir comment on va pouvoir interpréter ces données. Voilà les différentes distributions qu'on peut retrouver. Donc on peut retrouver cette fameuse distribution symétrique, dite normale, mais on peut avoir une déviation des données plutôt vers la gauche et on peut avoir une déviation des données plutôt vers la droite. Ce sont les trois principaux types de distribution que l'on peut retrouver dans l'expression de ces données. À quoi ça va nous servir tout ça? Eh bien, ça va nous permettre justement de décrire ces données, d'accord, de connaître leur répartition, et ça va nous permettre d'interpréter les graphiques que les auteurs vont nous proposer dans les études et savoir exactement qu'est-ce qu'on doit regarder. Par exemple, pour comparer deux groupes, pour comparer deux expressions de données, globalement, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on va comparer la tendance centrale. La tendance centrale, c'est tout simplement la moyenne d'un groupe ou la médiane d'un groupe. D'accord? Quand vous voyez, donc toujours un exemple, hein, là c'était l'âge de la base de données que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez que les données sont à peu près symétriques, hein, ressemblent un petit peu à la distribution normale. Dans le cas où la distribution est proche de la normale, la moyenne et la médiane sont similairement égales, sont vraiment très très proches. Je vous ai présenté en rouge la moyenne des valeurs hein, qui se situe ici, et vous avez en bleu la médiane, donc là vous avez deux données qui sont vraiment très... La moyenne, qu'est-ce que c'est? Dans quel cas on va utiliser une moyenne ou une médiane? La moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par leur nombre. D'accord? La médiane, c'est la valeur exacte où vous allez avoir 50% des données qui seront supérieures et 50% des données qui seront inférieures. Il faut savoir que la médiane n'est pas influencée par les valeurs extrêmes, et donc on va plutôt utiliser le calcul de la médiane lorsqu'on va avoir des données qui ne sont pas distribuées normalement. Je vous montre cet exemple, hein, je reprends ma courbe de distribution de la PI max, où on voit cette fois, avec cette déviation vers la droite, où on voit cette fois que la moyenne était égale à 50, la médiane égale à 45. Moins bien mes données sont distribuées, plus les valeurs de moyenne et de médiane vont s'écarter. Pourquoi? Parce que la moyenne est influencée par les valeurs extrêmes et la médiane ne l'est pas. Par exemple, je reprends mon exemple, mon étude fictive sur l'essai randomisé comparant deux régimes. Je rappelle, le premier groupe de 10 patients avait une perte de poids moyen de 15,5 kg. Le deuxième groupe avait une perte de poids moyen de 8 kg. Voici ici l'expression graphique de chacune des données hein, des 10 patients. Donc on avait plus 1,8 kg, ça allait des patients qui prenaient 1,8 kg jusqu'à, on va dire, un patient qui avait perdu jusqu'à 136 kg dans le premier groupe. Dans le deuxième groupe, on avait des valeurs qui étaient beaucoup plus rassemblées que dans le premier groupe, où vous voyez ici cette valeur extrême. Alors, le régime numéro 1, si vous deviez suivre ce régime, choisiriez-vous vraiment de suivre le régime numéro 1? Et c'est globalement qui vont nous permettre d'y répondre. Globalement, si on s'en rapporte aux moyennes, on aurait envie de dire que oui, il faut plutôt suivre le régime numéro 1 parce qu'ils avaient une perte de poids moyen
de moins 15 kg à peu près. Cependant, vu l'expression des données, cette moyenne a été influencée vraiment par la valeur extrême du moins 136 kg. Quand on rapporte à la médiane, on avait simplement en fait une perte de 2 kg, d'accord, versus en fait une médiane de moins 8,5 kg dans le régime numéro 2. Et lorsque l'on effectuait un test statistique, non paramétrique car les données étaient anormalement distribuées, on avait un résultat statistiquement significatif plutôt en faveur du régime numéro 2. Et c'est pour ça qu'en fait on va s'intéresser aux biostatistiques, c'est pour éviter de tomber justement dans ce genre de piège. Dans des graphiques ou dans des tableaux, en général, on ne va pas se contenter de vous donner la moyenne simple, d'accord? On va vous donner donc la tendance centrale, la moyenne ou la médiane, mais on va vous donner une précision de cette moyenne ou de cette médiane. Par exemple, là, je reprends le tableau d'une étude où vous aviez ici, par exemple, pour l'âge, hein, souvenez-vous, ma courbe d'âge qui était globalement distribuée normalement, on a la valeur moyenne et le plus ou moins que vous allez avoir ici, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Globalement, c'est une précision de la moyenne. Donc, quand vous voyez un plus ou moins, d'accord, c'est que c'est une moyenne exprimée avec un écart type. Quand vous avez les données qui sont anormalement distribuées, en général, les auteurs rapportent la médiane, d'accord, et entre parenthèses, ils vont rapporter le premier quartile et le deuxième quartile. La médiane étant, non, je me suis trompé, le premier quartile et le troisième quartile, la médiane étant elle-même le deuxième quartile, d'accord? Comme on le voit ici, je répète, hein, globalement, la moyenne avec le plus ou moins à côté, vous aurez la précision de cette moyenne, hein, donc c'est ce qu'on appelle l'écart type. Et quand les données sont anormalement distribuées, on appelle ça la médiane, et vous avez donc le premier quartile ici et le troisième quartile ici. Toutes ces valeurs vont pouvoir être exprimées après d'une manière graphique. Encore une fois, il y a des règles, globalement dans l'expression des résultats graphiques, on a tendance à exprimer les moyennes avec des barres graphes, hein, des histogrammes en bâton, où vous avez ici dans la lecture d'un graphique, vous avez voilà, la valeur jusqu'à laquelle monte l'histogramme, c'est la valeur moyenne, et vous avez la petite erreur de la moyenne, hein, cette petite précision. Donc en général, c'est l'écart type qu'on exprime, dans certains cas c'est la standard error, mais dans 95% des cas, vous avez justement cette petite précision de la variabilité de la moyenne. Et là, vous allez pouvoir voilà, regarder, comparer vos deux groupes en vous rapportant à la valeur maximale de l'histogramme en bâton. À l'inverse, lorsque vous allez avoir des médianes, d'accord, avec l'expression donc de quartile, ce qu'il faut regarder, c'est la barre du milieu de cette graphique qu'on appelle boîte à moustache. C'est la barre du milieu. La barre du milieu, c'est exactement le quartile numéro 2, donc c'est la médiane. D'accord ? Ce n'est absolument pas la valeur, la petite barre maximale qu'il faut regarder pour comparer les données. On va vraiment chercher à comparer la barre du milieu parce que c'est comme ça qu'est exprimée la médiane. Vous avez la barre ici qui représente donc le troisième quartile, d'accord, et vous avez la barre ici qui représente le premier quartile. Dans certains cas, on peut avoir ces graphiques avec des petits points comme ça. Globalement, ce sont des valeurs extrêmes. Ce sont des valeurs extrêmes que les statisticiens ont décidé d'exprimer dans les graphiques, mais qui ne rentreront pas en compte dans la mesure de la variabilité de la médiane. Pourquoi ? Parce que justement, quand on a des données non paramétriques, on cherche vraiment à tout faire pour ne pas être influencé par les valeurs extrêmes. Voilà des exemples un peu plus concrets de graphiques. Hein. Par exemple, voilà pour des données toujours quantitatives. Hein. Lorsque c'est distribué normalement, vous avez des comparaisons de moyenne avec des histogrammes en bâton. Et là, généralement, les auteurs vont nous donner quelques petites indications statistiques avec des petits symboles. Et on va pouvoir retrouver ces petits symboles dans la légende. Alors, par exemple, là, si on prend ce symbole-là, on regarde dans la légende et on voit qu'en fait, il y avait une différence statistiquement significative des moyennes entre le séjour en réanimation et la sortie de l'hôpital. Hein, on le constate visuellement, mais c'était un résultat statistiquement significatif. Quand ce sont des valeurs distribuées anormalement, mais toujours dans la même étude, hein, eh bien, cette fois, on compare, rappelez-vous, les médianes qui sont la barre du milieu dans la boîte à moustache. Et encore une fois, les auteurs nous donnent un petit symbole pour nous rappeler que le résultat est statistiquement significatif.
Un autre exemple de données que l'on peut retrouver dans la littérature, je vous en ai parlé, ce sont les time to event, c'est l'évaluation de la survenue au cours du temps d'un événement. Globalement, en fait, vous avez deux courbes qui partent, ça c'est le début de l'étude, ça c'est la fin de l'étude, et on a deux évolutions de groupes de patients. Plus le temps avance, plus on a une diminution de la proportion, et globalement, on va pouvoir comparer nos deux courbes comme ça. Je vous fais un exemple tout à fait fictif. On démarre au début de l'étude avec 100% des patients. D'accord. Là, vous avez l'évolution du temps. Vous avez la fin de l'étude. On a 5 patients, A, B, C, D, E. Donc, le temps avance. Le sujet E, par exemple, décède à 4 mois. Lorsque celui-ci va décéder, ça va diminuer la proportion de patients qui continuent l'étude. Le temps continue de s'écouler. Le sujet B, par exemple, décède à 8 mois. Et encore une fois, la proportion de l'effectif va diminuer. Et voilà, on se retrouvera à la fin de cette étude, par exemple, avec 60% des patients. Voilà comment fonctionnent les graphiques de Kaplan-Meier, qui sont les évaluations de time to event. Un autre exemple, cette fois, on peut le faire totalement dans l'autre sens. Ce n'est pas pour exprimer le décès, mais cette fois, c'est pour exprimer la récupération d'un patient. Donc cette fois, c'est plutôt une courbe positive. Et voilà un exemple de courbe à comparer. On voit que la courbe rouge, a monté en proportion de patients. Ça veut dire que, par exemple, dans cette étude, plus de patients arrivaient à l'outcome final que le groupe bleu. D'autres graphiques à savoir interpréter dans la littérature que vous allez pouvoir retrouver, ce sont les graphiques de corrélation. Cette fois, c'est pour étudier l'intrication d'une variable sur une autre variable. Par exemple, c'était pour étudier dans cette étude l'effet de la durée de ventilation mécanique sur la taille de la fibre musculaire du diaphragme. Et on voit par ce graphique qu'on a globalement des points qui ont l'air de s'aligner, de diminuer de plus en plus. Plus le temps de ventilation mécanique avance, globalement, plus on a l'air de perdre en fibres musculaires. Les auteurs nous ont rappelé qu'il y avait une interaction statistiquement significative et que donc, globalement, la durée de ventilation mécanique influence peut-être la surface des fibres musculaires diaphragmatiques. Un autre exemple ici dans cette étude, encore une fois, on voit que globalement, il y a une courbe qui a l'air vraiment d'être cette fois positive, et donc plus la fréquence cardiaque, en l'occurrence de cette étude augmentée, ça allait forcément influencer la fréquence cardiaque dans d'autres conditions d'évaluation. Ce qui est important de retenir, c'est surtout le coefficient de cette corrélation, d'accord? C'est le fameux R que vous voyez ici. Donc globalement, quand ce R est supérieur à 0,7, ça veut dire que l'intrication, la corrélation est très importante. Quand ce R est compris entre 0,3 et 0,7, ça veut dire que l'intrication est modérée. Et quand ce R est inférieur à 0,3, ça veut dire que l'intrication entre les variables est plutôt faible. L'analyse des résultats écrits, concrètement, dans une étude, vous allez avoir des graphiques, mais vous allez avoir aussi un paragraphe statistique qui va être écrit. Pour différencier scientifiquement deux expressions de données, d'accord, pour différencier scientifiquement deux moyennes ou deux médianes, il est nécessaire de rejeter ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est simplement accepter le fait que les deux données ne sont pas différentes. Ça veut dire que le groupe A est égal au groupe B. Donc on va utiliser des tests statistiques pour essayer de rejeter cette hypothèse. Pour cela, je vous rappelle quelques tests que vous avez sûrement en mémoire de vos années d'études. Par exemple, pour des données quantitatives, on utilise souvent le test de Student pour comparer deux variables quantitatives. Pour des variables catégorielles, des patients que l'on peut classer en catégories, on a plutôt tendance à utiliser le test de Kid. Et ce test, il va nous fournir une valeur de p-value, le fameux petit p de la littérature. Ce petit p, cette p-value, globalement, c'est le risque de rejeter à tort une hypothèse nulle. Ça veut dire que c'est le risque d'accepter un faux positif. C'est souvent défini à 5% et c'est pour ça que dans la littérature, il faut que notre petit p soit inférieur à 0,05. On le voit par exemple dans ce tableau. Globalement, comment on peut lire ce tableau? On voit que les résultats statistiquement significatifs, les plus importants, c'est lorsque le petit p est inférieur à 0,05. Là par exemple, vous avez un petit p égal à 0,02, ce qui signifie qu'il y a une différence statistiquement significative pour cette ligne-là. En revanche, quand vous prenez une ligne un peu plus basse, là vous avez un petit p à 0,09. Cette fois, cela veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de différence statistiquement sur la comparaison de ces deux groupes. Donc, en résumé, le risque alpha, le petit p, c'est d'éviter de valider un faux résultat. C'est en général défini à 5%, c'est pour ça qu'il doit être inférieur à 0,05.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 95% de chances que le résultat ne soit pas dû au hasard. En résumé, et si vous devez retenir quelques informations, pour bien préparer votre CIFEPK 2018, je vais vous citer quelques informations importantes en biostatistique, quelques pièges à éviter. Déjà, il faut toujours faire attention à la multiplication des tests statistiques. Lorsque vous avez plus de 2 groupes, eh bien, il va y avoir d'autres tests statistiques à évaluer parce que si, par exemple, vous prenez toujours ce test statistique avec ce risque à 5% et que vous avez 18 groupes à comparer, eh bien, vous mettez en puissance ce nombre de groupes, hein, donc ce 0,05 puissance 18, et cette fois, ça ne va pas vous donner une valeur à 0,05, mais cette fois, ça va vous donner un risque d'erreur à 60%, ce qui est nettement plus important. Donc, attention à la multiplication des tests statistiques quand vous avez plusieurs groupes. Il ne faut également jamais comparer des petits p. D'accord? Il y a des différences intragroupes et des différences intergroupes. En intragroupe, ça veut tout simplement dire est-ce que le groupe A s'est amélioré par rapport à son évolution de base, par rapport à son état de base. En intergroupe, c'est quand cette fois vous allez comparer deux groupes, est-ce que le groupe A s'est plus amélioré que le groupe B. Et un effet statistiquement significatif dans le groupe A et non significatif dans le groupe B ne signifie absolument pas que A sera supérieur à B. Pour cela, il faudra faire un test statistique en intergroupe pour bien être sûr que le groupe A est bien supérieur au groupe B. Un autre élément important et qu'il faut vraiment faire attention dans la littérature, c'est faire très attention entre les différences statistiques et les différences cliniques. Dont je vous ai présenté l'évolution du poids selon 3 catégories de patients tout à l'heure. Les auteurs ont rapporté une différence statistiquement significative. Vous voyez ici le petit p largement inférieur à 0,05. Et on voit ici le résultat. En fait, globalement, en 3 ans, le groupe qui faisait plus de 1 heure par jour d'activité physique a gagné 150 grammes, soit une évolution de 600 grammes en 13 ans. Donc globalement, quel est vraiment l'intérêt clinique? Je ne sais pas si vous êtes motivé pour faire 1 heure de sport par jour pour économiser seulement 600 grammes en 13 ans, mais globalement, moi, je ne le suis pas trop. Donc voilà, attention vraiment aux différences statistiques significatives et vraiment l'intérêt clinique que ça peut apporter. Je vous remercie de votre attention et bon cycle de